Alors, il y a quelques mois de cela maintenant, notre cher Mario avait fêté ses 35 ans et on s'attendait à ce que Nintendo fasse quelque chose pour les célébrer, mais rien. Cependant, il y avait des rumeurs concernant des remakes de certains jeux Mario, notamment Mario Sunshine, mais aussi des jeux des années 90 et etc. Le truc c'est que tous ces remakes restent à l'état de rumeurs, à moins que Nintendo n'annonce quelque chose d'officiel et d'inattendu comme on l'a vu avec Paper Mario The Origami King. Du coup, je me suis dit que comme Nintendo n'a rien préparé, que nous allons faire à notre manière un petit truc pour fêter les 35 ans de notre cher héros. Salut tout le monde, c'est Zeldando et pour fêter les 35 ans de Mario, je vous propose de retracer ses pires échecs. Vous l'aurez compris à travers le titre de cette vidéo, nous parlerons des pires jeux Mario de toute l'histoire. Après, les jeux que je présente dans cette sélection sont purement subjectifs, donc je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que la vidéo vous plaira, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de la partager et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la cloche, car vous êtes plutôt nombreux à regarder les vidéos sans être abonné, alors que je me suis fixé l'objectif des 1000 abonnés, donc n'hésitez pas à le faire pour soutenir la chaîne. Sur ce, allons-y. Le premier jeu dont nous allons parler est Mario Kart 8. Si je me rappelle bien, il s'agit du premier jeu que j'ai eu sur la Wii quand j'étais plus jeune, et franchement pour moi, c'était l'extase. Alors, si le jeu me rendait heureux durant mon enfance, pourquoi fait-il partie des pires jeux Mario? Déjà, il faut savoir qu'avant d'inclure Mario Kart 8 dans cette vidéo, j'ai pris en compte de nombreux critères, comme le contenu, mais aussi ce que Nintendo lui a apporté ou pas. Mis à part quelques réussites telles que la stabilité du mode multijoueur en ligne qui était une petite révolution à l'époque, vous êtes tous d'accord pour dire que Mario Kart 8 est de loin l'épisode le plus raté. Je peux même dire qu'à sa sortie en avril 2008, ce jeu a toujours été l'ombre de lui-même. Premièrement, au niveau des graphismes, le jeu était une véritable déception, car en effet, lorsqu'on joue à ce Mario Kart, la première chose qu'on ressent c'est que les graphismes n'ont pas évolué, et si je n'en fais pas trop, je trouve que graphiquement, Mario Kart Double Dash est bien meilleur. De plus, je pense que si ce Mario Kart est une véritable déception, c'est aussi en partie dû à son mode multijoueur local. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure en rapport avec les graphismes. C'était n'importe quoi, et ce, déjà à un joueur. Imaginez ce que ça donnerait avec 3 joueurs supplémentaires, ça donnerait bien évidemment de la merde. En effet, quand on joue à 4, la fluidité et les graphismes prennent un énorme coup, et c'est aussi ce pourquoi ce Mario Kart est présent dans ce top. À part ça, il faut aussi prendre en compte la jouabilité avec les manettes. Pour ceux qui ont déjà joué à ce jeu, vous avez sûrement entendu parler du Wii Wheel, le volant créé pour améliorer en quelque sorte l'immersion dans le jeu. Eh bien, figurez-vous que Nintendo a bien fait de créer cet accessoire parce que jouer avec la Wiimote, en soi, c'était une véritable galère, d'où l'utilité du Wii Wheel. C'est vrai que lorsqu'on remarque que certaines choses comme les graphismes ou le contenu du jeu n'ont pas été améliorés dans sa version ultérieure, ça ne donne pas forcément envie d'y jouer. Cependant, quand on met de côté ces quelques aspects négatifs, Mario Kart 8 est un bon jeu. C'est d'ailleurs le premier Mario Kart dans lequel débarquent les motos, et franchement, ça change tout le gameplay. En parlant de Mario Kart, des rumeurs affirment que Mario Kart 9 pourrait débarquer en 2021, et si ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo sur les circuits à ne pas inclure dans ce 9e épisode, parce que oui, il est assez difficile de rouler sur certains circuits du jeu, comme la route arc-en-ciel. Du coup, si vous êtes intéressé par l'idée, n'hésitez pas à voter dans l'onglet communauté de ma chaîne principale. Passons au second jeu, Mario a disparu. Quand on parle des jeux Mario, on a tendance à penser que c'est Nintendo qui les développe tous, mais ce n'est pas toujours le cas, puisque celui dont nous allons parler a par exemple été conçu par le software Toolworks et Radical Entertainment pour la SNES, la NES et PC. Avant de poursuivre, mettons un peu les choses dans leur contexte. Mario a disparu, encore appelé Mario is Missing en anglais, est un jeu éducatif dont le thème principal est centré sur la géographie. Il s'agit du premier jeu où Luigi est le personnage principal et le premier qui met en scène Mario dans la peau du personnage à sauver. Pour ce qui est de l'histoire, Bowser a fait fondre l'Antarctique en utilisant un sèche-cheveux acheté en voyageant un peu partout dans le monde avec les Koopa Links. Mario, Luigi et Yoshi décident de suivre Bowser en Antarctique pour l'arrêter, mais malheureusement, Mario sera capturé. En fonction de la version du jeu, l'histoire diffère. Par exemple, dans la version PC, Mario entre seul dans le château et est capturé avec un filet après avoir pris des sucreries offertes par Bowser. Sur la SNES, une fausse souffle sous les pieds de Mario quand le groupe atteint le château, tandis que dans la version NES, un Koopa jette un sac sur lui alors qu'il se dirige vers le château. À première vue, ce jeu a l'air intéressant, mais son aspect éducatif lui a valu de nombreuses critiques. Moi je dirais surtout que le manque d'action et de cinématique aura été la cause principale du succès mitigé du jeu, car après, découvrir l'histoire des villes, en soi c'est une bonne chose, mais c'est assez abusé que chaque fois qu'on lise quelque chose, comme un texte ou un dialogue, que ce soit forcément en rapport avec l'histoire de la ville dans laquelle on se trouve. C'est surtout en cela que je qualifie Mario is Missing comme l'un des pires jeux Mario de toute l'histoire. Malgré le fait que je sois quelqu'un qui est malé à la découverte et en savoir toujours davantage, j'aurais sûrement abandonné le jeu avant même de l'avoir terminé, et ce en raison de son côté vraiment centré sur l'éducation.
Pour le jeu suivant, on s'intéresse à Mario et la machine à remonter le temps, alias Mario's Time Machine en anglais, qui est en fait un autre jeu éducatif sorti sur SNES, NES et PC en 1993. Ce jeu est considéré comme la suite du précédent jeu dont nous avons parlé, car après avoir révisé nos cours de géographie, les développeurs se sont dit qu'il était temps pour nous d'apprendre les éléments de base de l'histoire de la Terre. Ce qui aura bien évidemment valu au jeu une mauvaise réputation, qui peut d'ailleurs se justifier par le fait que ce sont les mêmes développeurs qui ont créé Mario is Missing, qui sont à l'origine du jeu. L'histoire est un peu similaire à celle de Mario a disparu, sauf que cette fois-ci, ce n'est pas Mario qui disparaît, mais un autre personnage. Bowser a utilisé une machine à voyager dans le temps pour voler des artefacts importants à placer dans son musée personnel. Cependant, Mario se rendra compte que l'histoire changera à tout jamais et décide donc de remettre l'ordre dans le temps. Pour aider Mario, Yoshi se joindra à l'aventure, mais se fera très vite capturer. Comme je l'ai dit un peu plus haut, pour ceux qui ne l'ont pas déjà oublié, un personnage autre que Mario avait été capturé, et je pense que maintenant vous savez de qui il s'agit. Du coup, avec la disparition de Yoshi, notre cher Musashi se voit attribuer 2 missions. En soi, l'histoire du jeu s'annonce intéressante malgré le fait qu'elle soit très similaire à celle de Mario a disparu, mais au niveau du gameplay, c'est une catastrophe. Quand on commence une nouvelle partie, il faut prendre un objet à retourner à son propriétaire, bien sûr dans le passé, et pour cela, on devrait utiliser la machine à voyager dans le temps. Une fois l'objet choisi, on va marquer Return to Owner, et pour pouvoir rendre cet objet à son propriétaire, on devra compléter un texte concernant l'époque de ces derniers avec les bons mots. Il faut obligatoirement que ce texte soit complet et bien entendu correct. Selon moi, le véritable problème du jeu se pose à ce moment-là, parce que les textes sont souvent compliqués à remplir, à moins que vous soyez un pro de l'histoire, mais ça ne se fera pas en un claquement de doigts. Un autre truc embêtant que le gameplay, c'est que pour chacun des textes, on a seulement 3 vies, du coup si on les perd, game over. Pour réussir à compléter les passages incomplets qu'on ne connaît pas, on va devoir voyager dans le temps et se rendre à l'époque du personnage concerné. Le lieu et l'année où il faut se rendre sont marqués en haut du texte, et comme on peut le voir ici, il faut se rendre à Cambridge en 1687. On met le lieu, on choisit si c'est avant ou après Jésus-Christ, tout en bas avec BC et AD, et maintenant voyage dans le temps. Oui, cela paraît peu évident, mais le voyage dans le temps prend la forme d'un mini-jeu de surf. Pour moi, il n'y a aucun rapport entre le voyage dans le temps et faire du surf, peut-être que ce sera l'avenir, on ne sait jamais, tout est possible. Enfin bref, le but ici est de ramasser 10 champions tout en évitant les boules à pic qui nous en font perdre. Maintenant, le truc marrant, c'est que les objets apparaissent et disparaissent constamment. Si vous voyez un champion devant vous, il se peut que la seconde d'après il ait disparu. Il arrive parfois qu'on ramasse un champion sans le savoir. Bon, tant que c'est des champions, c'est cool, mais c'est encore plus drôle quand c'est une boule à pic qui te fait perdre tout ce que tu as récolté. Alors, maintenant qu'on a nos 10 champions, on doit foncer dans un tourbillon. Oui, un tourbillon, vous savez, les trucs qui tuent le personnage dans n'importe quel jeu, et même dans celui-ci si on n'a pas les 10 champis. Mais vous connaissez le plus beau dans cette séquence, encore pire que les graphismes, la répétitivité, la maniabilité inexistante, les objets qui disparaissent et le but incompréhensible? Non, vous ne savez pas? Eh bien, c'est ça. Je ne vais pas te la faire écouter en entier, mais si ça t'intéresse, le lien sera en description. Au premier abord, ça semble frais et posé, mais imaginez-vous cette musique en boucle pendant 5 minutes et ce minimum 15 fois pendant le jeu. Y a pas à dire, ce jeu est vraiment trop bien. Bon, voilà, maintenant vous devrez avoir voyagé dans le temps, enfin ça c'est si vous ne vous êtes pas trompé dans la date, lieu, ADBC, et que le jeu n'a pas bugué bien évidemment. Sinon, vous vous retrouverez dans la salle des objets et vous devrez refaire ce sympathique mini-jeu une fois de plus. Bref, vous avez donc voyagé dans le temps et vous êtes à présent dans un autre tableau représentant assez explicitement le lieu où vous avez décidé d'aller. Voilà l'université de Cambridge, le background n'est pas si affreux, enfin je dis ça parce que j'essaie de trouver des points positifs, mais c'est assez difficile. Vous allez devoir vous balader dans ce tableau très limité et ouvrir les portes pour avoir ensuite une discussion inintéressante qui pourra peut-être vous aider à compléter votre texte. Ah, j'oubliais, le tout c'est en anglais, oui pourquoi pas, mais ce jeu est destiné à un public mineur, qui plus est francophone, donc non, ça ne le fait pas du tout. On nous propose à chaque fois un choix de 2 phrases à dire, la première concerne le personnage historique du tableau, et l'autre, c'est offer, insérez ici l'objet que vous avez dans l'inventaire. Bon, si ça vous dit, vous pouvez parler à tous les personnages pour apprendre l'histoire d'Isaac Newton, c'est une bonne chose d'ailleurs, je vous le conseille, mais pour gagner du temps, vaut mieux se rediriger vers Wikipédia. Maintenant que le texte est complet, on peut rendre la pomme à son propriétaire, c'est-à-dire Isaac Newton, on lui parle, on choisit Offer Apple, il apprend, il est content et dit « Thank you Mario ». Vous demandez surtout pas comment il sait qui vous êtes alors qu'il est censé être mort près de 400 ans avant la naissance du protagoniste, c'est-à-dire Mario, et vous repartez ni vu ni connu. C'est bon, mission accomplie, retour dans le présent et sans passer par le jeu de surf. Enfin, c'est terminé, ouais. Mais non en fait, c'est juste un objet sur 15 qui a été ramené à son propriétaire, et avec les 14 autres objets, il faudra relire les textes à trous, les dialogues, et bien sûr, le truc le plus marrant, les séquences de surf. Non, il n'y a absolument aucun changement en fonction des objets, donc on refait 14 fois en boucle la même démarche. Du coup, vraiment ce jeu, pour ma part, c'est n'importe quoi. Après l'avoir quand même pas mal démonté, j'aimerais quand même parler d'un de ses points les plus géniaux, la scène de fin. Donc faites attention car je vais spoiler la fin du jeu, alors si vous comptez y jouer,
Ouais mais non en fait, personne le ferait, le jeu est assez difficile comme ça. Vous franchissez donc la porte de la troisième salle après avoir rendu les 15 objets, c'est là que vous tombez sur Bowser et sans même essayer de vous attaquer, il s'enfuit et utilise la machine à voyager dans le temps pour se rendre au paradis, mais la machine surchauffe, du coup il se retrouve à la préhistoire et il se fait écraser par un dinosaure. A l'inverse, si vous avez rendu les objets dans le mauvais ordre, par exemple si on a pris les objets de droite à gauche au lieu de gauche à droite, la scène de fin est la même sauf que Bowser ne se fait pas écraser et un message, rendez les objets dans le bon ordre, apparaît et vous ramène à l'écran titre. Et là on pète un câble parce qu'on va devoir tout reprendre. Est-ce que quelqu'un a compris le lien avec l'univers de Mario? Parce que franchement, faut se dire la vérité. Les seuls éléments repris de son univers sont Mario lui-même, Bowser, l'interface à la Super Mario World, les champis pendant le surf, et c'est vraiment tout. Alors oui, Radical Entertainment, c'est bien gentil de nous avoir proposé un nouveau jeu, mais là, c'est n'importe quoi. Pour conclure, petite anecdote, par le passé, je veux dire durant le 20e siècle, quand t'achetais un jeu, tu ne pouvais pas te renseigner sur internet ou quoi que ce soit, tu te fiais au nom et à la jaquette du jeu, et quand tu voyais Mario, tu te dis qualité. J'aurais pu par exemple parler d'autres jeux assez connus comme Hotel Mario, Mario Clash ou un Mario inconnu, mais comme je vous l'avais dit en début de vidéo, ce sont les pires jeux Mario d'après moi, donc je comprends que vous ne soyez pas d'accord avec, et si vous le souhaitez, on pourra même en discuter dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me le faire savoir dans le sondage sur ma chaîne principale. L'univers de Mario est vraiment vaste, on y retrouve des licences comme Mario Bros, Paper Mario, bref, énormément de jeux qui se terrent sous le nom de Mario. La semaine prochaine, Paper Mario de Origami King débarquera sur Switch et on fera une vidéo sur tous les boss du jeu. Il se peut alors que la vidéo sur les boss arrive sur la chaîne durant la semaine suivant la sortie du jeu parce qu'il sort un vendredi et les vidéos je les prévois pour samedi. Du coup je me demande si j'aurai le temps de faire une vidéo en moins de 24 heures. Ça reste à voir, mais si j'y parviens, ça sera un miracle. Alors si vous ne voulez pas manquer la vidéo, abonnez-vous en activant la cloche. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était Zeldando et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.